Bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, c'est la vidéo sur le no-kill. Alors tout d'abord je voulais commencer par vous dire que cette vidéo est longue, même très longue, et donc je vous propose en fait de m'écouter, un petit peu comme on écouterait une émission de radio ou un podcast et de faire quelque chose pendant ce temps sur l'ordinateur. Euh, je vous propose aussi de vous mettre dans la description les minutes auxquelles commence chaque grande partie, de manière à ce que vous puissiez revenir plus facilement sur les points ou les sujets qui vont le plus vous intéresser. Cette vidéo, je la prépare depuis pas mal de temps et j'ai fait quelques notes à l'écrit parce qu'elle est vraiment très dense. Il y a plein d'informations et c'est vraiment impossible de tout retenir. D'ailleurs, tout ce que je vais présenter dans cette vidéo, je le sors de livres, de sites internet, de reportages, de vidéos, d'articles dans des magazines de pêche. Et donc j'ai essayé de faire une synthèse de tout ça pour vous simplifier la vie. Parce que quand on cherche à se documenter sur le no-kill, c'est vrai, on tombe sur plein d'études et plein de chiffres contradictoires. Vu que c'est un sujet qui porte, on va dire, un petit peu... ça a tendance à faire des conflits dans le monde de la pêche. Voilà. Cette vidéo, elle va s'articuler en 3 ou 4 grandes parties. Pour commencer, je vais définir le no-kill, puis donner deux exemples très simples pour que les jeunes pêcheurs puissent comprendre pourquoi il faut respecter le poisson et faire attention aux façons de le manipuler. Ensuite, je vous parlerai des extrémistes du no-kill, c'est-à-dire les personnes qui sont complètement intolérantes vis-à-vis des autres pêcheurs qui gardent des poissons, et des viandards. Les viandards, tout le monde sait ce que c'est les pêcheurs qui gardent plein de poissons par jour. Puis, dans une autre partie, je vais vous parler des facteurs qui vont influencer le no-kill, ainsi que de quelques chiffres provenant d'études sur le taux de survie, par exemple, des poissons. Dans une troisième partie, je vais vous donner tout plein de conseils pour relâcher vos prises dans les meilleures conditions possibles, et ça, je pense que ça sera une des parties les plus intéressantes de la vidéo. Et pour terminer cette vidéo, j'ai créé en fait une petite liste de questions, un petit questionnaire que j'ai donné à des amis et je les ai filmés en train de répondre à ces questions. Ça va permettre d'avoir des avis différents sur cette pratique. Donc des pêcheurs en no-kill, des pêcheurs qui gardent des poissons, des pêcheurs qui gardent des poissons et qui font du no-kill, et même des gens qui ne pêchent pas. Voilà. Bon alors, pour commencer cette vidéo, quoi de mieux que de définir le no-kill? Le no-kill, c'est quoi? C'est une pratique qui nous vient principalement des États-Unis, qui consiste à respecter le poisson en tant qu'être vivant, sensible à la douleur et au traumatisme émotionnel, et de le relâcher dans les meilleures conditions possibles pour assurer sa survie et l'équilibre de l'écosystème. En fait, assurer qu'il puisse se reproduire pour éviter la disparition ou la raréfaction de l'espèce dans la zone de pêche. Donc, d'un point de vue logique, une façon très simple de se rendre compte de ce que peut vivre le poisson quand on est un jeune pêcheur, c'est de se mettre un petit peu à sa place. C'est-à-dire, souvent on voit les gens lâcher un poisson qui fait une trentaine de centimètres d'une hauteur d'1 mètre. Par exemple, un petit brochet, une truite, une perche. Eh bien, imaginez-vous que vous êtes ce poisson et que vous tombez de 3 fois votre taille. C'est-à-dire que vous tombez de 4 ou 5 mètres. Eh bien, généralement, quand vous arrivez en bas, vous n'êtes pas très bien. Vous avez les os brisés de partout et vous êtes un petit peu mort. Eh ben, le poisson, ça va être pareil. Donc les deux espèces n'ont pas la même résistance au choc, c'est-à-dire que le poisson ne va pas mourir quand il tombe d'1 mètre. En revanche, lui aussi, il possède une colonne vertébrale et des organes, et donc ces organes vont être blessés. Le poisson va vraiment se faire mal en tombant. Deuxième exemple, qui est certes tout aussi stupide, mais qui permet de bien visualiser la chose. Moi, si je vous plonge la tête sous l'eau, vous pouvez plus respirer, et à la fin, vous allez vous noyer. Et ben, le poisson, c'est pareil. Quand on le sort hors de l'eau, le poisson, il peut plus respirer. Les branchies sont plus capables de faire passer l'oxygène gazeux présent dans l'air dans l'organisme. Et donc, le poisson, il va s'étouffer. En fait, il est en train de se noyer dans l'air. Ces deux exemples, qui sont vraiment très simples, permettent de bien comprendre quand on est jeune pêcheur que des gestes anodins ont des conséquences importantes pour la survie du poisson, et que si on veut les relâcher dans de bonnes conditions, il faut écourter le temps d'exposition à l'air et essayer de ne pas le lâcher sur le sol. Un autre sujet que je voulais aborder dans cette partie, c'est celui du fait de prélever des poissons et de la question des viandards et des extrémistes du no-kill. Donc tout d'abord, il faut rappeler que l'homme a commencé à pêcher en fait pour se nourrir il y a environ 40 000 ans, c'est-à-dire le paléolithique, les hommes de Cro-Magnon, etc. Et très longtemps, la pêche, elle est restée une pêche dite de subsistance. C'est-à-dire qu'elle avait pour unique but de trouver quelque chose à manger en fait. Elle est ensuite devenue une pêche dite de loisir, c'est-à-dire que l'objectif était de passer un bon moment au bord de l'eau et dans la nature, et le pêcheur consommait plus ou moins régulièrement ses prises.
Et garder un poisson, en fait, c'était vu un peu comme l'aboutissement de l'acte de pêche, mais cela n'empêchait pas non plus à ces pêcheurs de relâcher des poissons de temps en temps. De nos jours, la pêche est devenue un jeu, le poisson est vu comme un partenaire et l'arrivée du no-kill pousse de plus en plus au respect du poisson et à la préservation des populations vivant dans nos rivières. Mais le problème, c'est que la montée en puissance d'une très forte tendance réclamant l'application du no-kill absolu s'accompagne de comportements de plus en plus intolérants vis-à-vis des pêcheurs qui continuent de prélever quelques poissons. D'un point de vue général, les extrêmes donc sont jamais bons. Que ce soit la personne qui réclame le no-kill absolu et qui est complètement intolérant vis-à-vis des pêcheurs qui gardent de temps en temps des poissons, ou que ce soit le viandard qui garde des dizaines de truites et brochets, pas forcément maillés, les deux vont porter préjudice en fait à la pratique de la pêche. Parce qu'en effet, l'extrémiste du no-kill, lui qui se bat pour une cause très juste, pour qu'on ne fasse pas de mal aux poissons et qu'on arrête de le tuer, qu'on préserve les ressources et qu'on préserve nos rivières, a un discours qui comporte une faille. C'est-à-dire que la pêche, quoi qu'on en dise, c'est une pratique qui va faire souffrir le poisson, et faire souffrir un animal, c'est pas un jeu. On joue pas avec la vie d'un être vivant. Moi, quand j'ai parlé de no-kill pour la première fois à un vieux pêcheur que je connaissais, il m'a répondu: mais à quoi ça te sert de martyriser ces pauvres poissons si c'est pour les relâcher après? C'est de ce problème-là dont je voulais vous parler, sur lequel j'aimerais que vous réfléchissiez. Est-ce que c'est plus légitime de faire souffrir un poisson juste pour son plaisir, enfin juste pour le plaisir de la pêche, que de le garder après la capture? Ou peut-on se dire plus juste avec la nature quand on pratique le no-kill que lorsqu'on garde des poissons? C'est sur des questions comme ça que s'aventurent en fait des personnes appartenant à l'un des deux extrêmes, à l'une de ces deux façons de penser, et qui viennent poser problème entre ces deux modes de pêche, si je puis dire. C'est pour ça que je pense qu'il ne sert à rien de blâmer les personnes prélevant des poissons, et encore moins de leur mettre la raréfaction du poisson sur le dos, vu que dans un premier temps, on a tendance à oublier que la qualité de l'eau est en grande partie responsable de la diminution de certaines populations, mais aussi, dans un deuxième temps, que le no-kill, comme il est pratiqué fréquemment de nos jours, ne permet pas la bonne survie du poisson après la capture. Et là, je parle même de personnes qui sont, on va dire, à fond dans le no-kill et qui réclament un no-kill absolu. Prétextant relâcher le poisson, certaines personnes en fait se permettent de garder le poisson hors de l'eau plusieurs minutes pour prendre des photos, de le tenir n'importe comment, de le poser par terre, et je parle même pas de l'utilisation des fiches grippe à la va-vite, etc. Au niveau des viandards, il n'y a vraiment rien à dire. Que ce soit l'extrémiste du no-kill, le pêcheur no-kill classique, le pêcheur qui garde des poissons de temps en temps, tous s'accorderont à lui dire qu'on devrait lui enlever sa canne à pêche des mains, et puis c'est tout. Et je dirais même que le petit pêcheur qui garde des poissons de temps en temps, il a encore plus de choses à lui reprocher, vu que c'est à cause de lui que ces pêcheurs-là ont une si mauvaise image de nos jours. C'est-à-dire que c'est à cause des viandards que les gens qui gardent un poisson par-ci par-là euh, sont autant, alors je dirais pas rejetés, mais qu'on est de moins en moins tolérant avec ces personnes-là. Bon alors, cette partie, elle est finie. Maintenant, on va parler des facteurs qui vont influencer la survie du poisson. Les conséquences de la capture, elles sont liées à trois phénomènes. Il va y avoir les effets occasionnés par le combat, par la manipulation, les blessures causées par les hameçons, et uniquement pour les poissons qui vont vivre en lac ou en mer dans les grandes profondeurs, les problèmes liés à une décompression trop rapide. Donc, par rapport aux effets physiologiques du combat, le combat, ça correspond pour le poisson à une activité musculaire intense qui va entraîner l'apparition rapide de des mécanismes dits anaérobiques, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène. L'énergie, elle n'est plus issue, comme en temps normal, de l'utilisation de l'oxygène par les muscles. Un petit peu comme quand vous allez faire un sprint où vous n'allez pas pu respirer en fait. Ce qui se passe, c'est que l'oxygène, il n'a pas le temps de parvenir aux muscles. Alors cet effort, il va provoquer en fait la production de l'acide lactique, comme chez l'homme, et cette production d'acide lactique, elle va entraîner une diminution de la capacité du sang à transporter l'oxygène. Ça se traduit par quoi? En gros, c'est une difficulté respiratoire pour le poisson. Et là où se trouve le danger, c'est que ces difficultés respiratoires, elles n'apparaissent pas forcément dès la remise à l'eau. C'est-à-dire qu'elles peuvent être observées en fonction de l'espèce 2 à 8 heures après le combat. Et donc, un petit peu comme nous, quand on va avoir des courbatures au bout d'une journée après avoir fait du sport, le poisson, lui, il va repartir tranquillement, mais au bout de quelques heures, il peut se caler au fond, commencer, on va dire, à suffoquer, entre guillemets, et s'étouffer au fond de l'eau. Le stress, qui est lié à la capture et aux manipulations du poisson, peut aussi provoquer une diminution du taux de lymphocytes dans le sang.
Alors les lymphocytes, c'est quoi? C'est les globules blancs, c'est les cellules qui sont chargées de l'immunité, des défenses immunitaires. Et ce phénomène en fait entraîne une plus grande sensibilité aux maladies, surtout pour les os qui sont infestés de germes porteurs de maladies, qu'on va appeler germes pathogènes. Et plus l'eau va être chaude, plus il y aura de danger pour le poisson, vu que la chaleur permet le développement en fait de ces germes pathogènes. Les effets du stress mettraient jusqu'à 3 jours à disparaître totalement. Des expériences scientifiques en fait ont montré que les poissons capturés retrouvent un réflexe alimentaire quelques jours après avoir été remis à l'eau, ce qui est très encourageant. Petite parenthèse, en plus des effets immédiats du no-kill, les poissons ne peuvent pas se remettre tout de suite physiquement du combat, et le temps nécessaire à la récupération complète du poisson le rend plus vulnérable à des prédateurs, et donc la mortalité suite à la remise à l'eau peut s'expliquer en fait par cette faiblesse. Pour ce qui est des blessures occasionnées par les hameçons, et là encore c'est un facteur qui est très important. L'importance de ces blessures va dépendre du mode de pêche. C'est-à-dire que si vous pêchez au leurre, vous avez moins de chances de blesser le poisson gravement que si vous pêchez au toc. Là, je parle au niveau des blessures internes. Après, il va y avoir tout ce qui est dommage de tissu qui va être assez important pour la pêche au leurre vu qu'on utilise des tripes au contraire des hameçons simples lors de la pêche au toc. Le facteur de mortalité, ça va être la rupture des vaisseaux sanguins de la bouche, des branchies ou des organes vitaux internes, comme par exemple le cœur ou le foie. En plus de ça, quand les vaisseaux sanguins sont coupés, quand il y a des liaisons au niveau de ces vaisseaux sanguins, les maladies vont pouvoir plus facilement entrer dans l'organisme du poisson, donc ce qui cause un taux de mortalité plus élevé. Pour ce qui est du type d'hameçon, alors on a prouvé que les hameçons sans ardillon diminuent le temps de manipulation et dommages aux tissus. Alors c'est tout à fait logique en fait. Un hameçon sans ardillon va simplement faire un trou et va pas enlever de chair comme le ferait un hameçon avec ardillon. Et en plus de ça, un hameçon sans ardillon, c'est très très simple à enlever, c'est-à-dire qu'il vous suffit de pousser sur l'hameçon pour qu'il parte. Mais malgré le fait que les hameçons sans ardillon blessent moins le poisson, les pêcheurs ils hésitent à les utiliser parce qu'ils craignent de décrocher du poisson. Alors dans cette étude, il est bien expliqué que les pêcheurs qui utilisaient des hameçons avec ardillon capturaient 22% de poissons de plus que ceux qui utilisaient des hameçons sans ardillon, ce qui confirme un peu les craintes des pêcheurs. Mais honnêtement, je pense que quand on sait bien gérer un poisson, il y a très peu de chances que le poisson se décroche. C'est-à-dire que en maintenant une tension constante, en l'accompagnant bien dans les rushs, en évitant que celui-ci fasse une chandelle, et si l'hameçon est de bonne qualité, le poisson normalement il reste bien accroché. On a aussi découvert que la mortalité à cause d'un ferrage trop profond pouvait être plus élevée lorsque les poissons étaient pêchés avec des leurres possédant de l'attractant. Tout simplement, l'attractant va favoriser l'engammement du leurre par le poisson, ce qui entraîne des blessures plus importantes par la suite. Encore une fois, c'est un truc qui est tout à fait logique. Un facteur mal connu maintenant, les effets de la décompression. Alors les poissons de lac vivant en grande profondeur, type corégone, cendre, perche, et remontés brutalement, subissent d'importantes différences de pression, qui peuvent avoir des conséquences mortelles pour l'individu. Alors on peut différencier deux catégories de poissons qui ont deux systèmes d'équilibrage des pressions différents. Alors les poissons physostomes, c'est-à-dire les cyprinidés en général, les salmonidés et les corégones, eux possèdent un canal qui relie l'œsophage à la vessie natatoire. Ce canal permet en fait l'équilibrage rapide des pressions dans l'organisme et rend ces espèces moins sensibles au phénomène de décompression. Et il y a les poissons physoclystes, alors les percidés, les cendres, les perches, voilà. Donc oui, les cendres et les perches font partie des percidés, je me suis mal exprimé, qui eux n'ont pas de canal œsophagien relié à la vessie, et donc le rééquilibrage des pressions va être réalisé par un organe complexe qui est plus lent et qui rend ces poissons vulnérables aux changements trop rapides de pression. Alors les perches, c'est des poissons qui sont particulièrement fragiles car on les remonte souvent rapidement du fait que le poisson est petit, mais généralement elles meurent après de ces problèmes de décompression. Alors, soit à cause des pêcheurs qui peuvent être trop pressés, ou tout simplement à cause de pêcheurs qui sont mal avertis. Pour pallier à ces problèmes de décompression, il existe une méthode appelée phasing qui nous vient encore une fois des États-Unis. En fait, elle consiste à faire un trou microscopique à l'aide d'une petite aiguille destinée à la prise de sang dans la vessie natatoire du poisson.
Et cette technique, en fait, elle permet d'évacuer l'air en trop. Et le bon point, c'est qu'elle semble être bien supportée par les poissons vu qu'on l'utilise déjà régulièrement quand on pêche en mer. La température, qui est aussi un des facteurs qui va jouer sur la survie des poissons, euh, a été beaucoup étudiée. C'est-à-dire que des études réalisées montrent que la mortalité suite à la remise à l'eau est directement liée à cette température. Cette mortalité va augmenter en fait lors de températures extrêmes, trop chaud ou trop froid. Un exemple très simple, quand il fait trop chaud, l'eau a tendance à véhiculer beaucoup plus de maladies que lorsque l'eau est plus froide, ce qui va augmenter en fait la sensibilité du poisson aux maladies à cause des liaisons des vaisseaux sanguins. Donc là, je me répète un petit peu. Mais ces études, elles tiennent pas compte d'autres variables, comme par exemple la différence du taux d'alimentation ou alors le statut de reproduction du poisson, qui va varier en fonction de cette température et qui peut aussi jouer sur la mortalité. Pour ce qui est des épuisettes, alors des quatre types de mailles de filets comparés, caoutchouc, nylon sans nœud, nylon à nœud fin, nylon à gros nœud et fil classique, les types de mailles comportant des nœuds blessent plus les poissons et donnent lieu à une plus grande mortalité que le caoutchouc ou que la maille sans nœud. Donc les blessures et la mortalité peuvent être réduites si vous utilisez l'épuisette seulement dans les moments où il est impossible de décrocher et de contrôler le poisson de manière sécuritaire pour lui limiter les dommages qu'il pourrait lui-même s'infliger. Mais lorsque vous devez utiliser une épuisette, utilisez une épuisette en caoutchouc ou alors une épuisette faite de mailles sans nœud. Voilà. Dernier facteur, ça va être l'exposition à l'air. Donc on a démontré les effets directs de la durée de l'exposition à l'air sur la mortalité de la truite arc-en-ciel. Ces études, elles démontrent en fait les effets négatifs de cette exposition et soulignent la nécessité de réduire le temps de manipulation avant la remise à l'eau. Tout simplement, le poisson s'étouffe si on le garde trop longtemps hors de l'eau, le mucus s'abîme et il paraît même que les poissons, en fait, seraient sensibles à la lumière du jour, c'est-à-dire que la lumière du jour serait un facteur de stress et donc plus vous allez garder le poisson hors de l'eau, plus le poisson a de chances de stresser. Voilà. D'où la nécessité en fait de réduire ce temps de manipulation. J'en reparle tout le temps là dans la vidéo, mais c'est vraiment un facteur très 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 important. Bon, maintenant on va passer au vif du sujet, et ce qui porte le plus à débat d'ailleurs, ça va être la question du taux de survie, avec des chiffres. Alors, la pêche au leurre artificielle, elle permet un taux de survie de près de 95%, sans différence significative entre les types de leurres, ce qui est vraiment très encourageant. La pêche aux appâts naturels, elle procure un taux de mortalité 10 fois supérieur, c'est-à-dire 50%. Et en cas d'engamement profond, le fait de couper le fil au ras de la gueule va augmenter le taux de survie de 20%. C'est déjà pas mal. Les mouches artificielles, elles vont procurer un taux de mortalité très légèrement inférieur à ceux de la pêche au leurre, c'est-à-dire 4% pour les mouches contre 6% en moyenne pour les leurres. De toute façon, ça on peut le comprendre facilement car on utilise des hameçons simples lors de la pêche à la mouche, parfois même sans ardillon. Le seul petit bémol, ça va être que la mouche est un leurre relativement petit et que si on ne ferre pas la touche, le poisson a des chances de l'engamer. Une remarque importante, c'est que ces résultats sous-estiment vraisemblablement les taux de survie réels, car en effet, ils sont issus d'expérimentations au cours desquelles les poissons sont gardés en bassin après la capture, ce qui va constituer un facteur de stress néfaste qui va augmenter artificiellement, si je puis dire, la mortalité. Et pour vous montrer que c'est un peu le bordel dans les chiffres, la moyenne de la mortalité associée à la pêche en no-kill que j'ai trouvé sur un autre site, c'était de 16,2%. Voilà. Maintenant, troisième grande partie, les conseils pour relâcher les poissons dans les meilleures conditions possibles. Alors cette partie, elle va être divisée en trois sous-parties, entre guillemets. Donc il va y avoir des conseils en fait au niveau du matériel, des conseils pour ce qui est de gérer le poisson, et des petits conseils pour prendre des photos et faire repartir le poisson dans les meilleures conditions possibles. Au niveau du matériel, alors je vais commencer par parler des hameçons. Donc les hameçons, comme je l'ai dit précédemment, le top c'est les hameçons sans ardillon, c'est-à-dire qu'ils réduisent les dommages aux tissus et le temps de manipulation, donc l'exposition à l'air, la chaleur, et comme ils réduisent les dommages aux tissus, ils réduisent aussi l'entrée des maladies dans l'organisme du poisson. En plus de ça, les hameçons simples vont être beaucoup mieux pour la pêche en no-kill vu qu'ils abîment un petit peu moins que les triples et qui vont être plus simples à retirer.
Les circle hooks, donc, sont des hameçons vraiment idéaux car en fait, ils vont éviter les ferrages trop profonds. Au niveau des leurres, alors les leurres sans attractants sont recommandés parce que les leurres attractants vont être plus facilement engamés. Et pour ce qui est de la canne et du fil utilisé lors d'une partie de pêche, ils doivent être adaptés aux poissons recherchés pour éviter de trop fatiguer un poisson à cause d'un matériel trop léger ou par exemple que le poisson casse le fil, coupe le fil et qu'il se retrouve avec un leurre dans la bouche, ce qui va être très gênant pour lui par la suite. Pour ce qui est de gérer le poisson, et ça pose problème à pas mal de pêcheurs, alors déjà il faut ferrer le plus rapidement après la touche, de manière à ce que le poisson ne l'ait pas complètement dans la gorge. Ensuite, après le ferrage, va falloir ramener le poisson le plus rapidement possible afin de lui éviter en fait un épuisement inutile. Mais il ne faut pas non plus lui arracher la bouche. C'est-à-dire qu'il va falloir accompagner le poisson dans les roches, pomper légèrement sur votre moulinet et sur votre canne de manière à soulager un petit peu le poids du poisson. En revanche, il est inutile d'éterniser le combat juste pour les sensations ou pour la beauté de la vidéo. Une fois que vous avez ramené le poisson, il faut l'immobiliser à la main et non au pied comme on voit des fois. L'idéal, ça reste quand même de se mouiller les mains parce que quand on va se mouiller les mains, on va éviter en fait de retirer du mucus au poisson, ou du moins on va lui en enlever moins. La question de la beauté de l'épuisette, elle se pose même pas, c'est-à-dire qu'il vous faut une épuisette sans nœud ou alors avec des mailles en caoutchouc, ça c'est vraiment l'idéal. Lorsqu'on veut immobiliser des grands poissons, comme certains grands brochets ou des carpes, il vaut mieux utiliser des tapis de réception ou des civières parce qu'en fait, en bougeant, ils risquent de se blesser. Ou par exemple, quand le poisson va sauter. De même, ces poissons, comme ils sont lourds, il faut éviter de les porter à deux mains ou alors de les porter en tendant les bras parce que le poisson étant lourd, tout son poids va reposer sur ses deux mains et on risque de lui causer donc des blessures internes. Donc faites aussi attention à la position de leur colonne vertébrale, c'est-à-dire que des fois, sur des photos de brochets records, en fait, on voit des poissons qui sont complètement cambrés, et ça, c'est pas bon pour leur dos et ça a des répercussions par la suite. Dans l'idéal, il faut garder le poisson dans l'eau le plus possible, c'est-à-dire que si vous pouvez éviter de l'exposer à l'air longtemps, faites-le. Laissez-le par exemple dans l'épuisette dans l'eau pour le photographier. Après, il faut jamais mettre les doigts dans les yeux des poissons ni dans les branchies. En revanche, en faisant attention et en ayant, je veux dire, comment dire, un minimum de savoir-faire, on peut attraper certains poissons par l'opercule, par exemple les brochets, et seulement par l'opercule, parce que certains pêcheurs mettent carrément les doigts à travers les branchies. Alors là, un, vous vous coupez les doigts, et deux, vous blessez le poisson. Si le poisson est lourd, en plus de le tenir par l'opercule, va falloir le soutenir. Par exemple, un brochet de 50 cm, vaut mieux quand même le soulager en le soutenant une main au niveau du ventre. Alors, de même, les petits poissons, ça sert à rien de les tenir en fait par la bouche, c'est-à-dire une petite perche ou un petit black bass, on a tendance à les attraper par la bouche, un peu comme on le ferait avec une grosse perche ou un gros black bass. Et bien justement, cette prise-là, elle va être très mauvaise pour des petits poissons parce qu'ils n'ont pas la mâchoire assez solide. Ça, cette technique pour attraper un poisson, faites-le vraiment pour des poissons qui font 25-30 cm. Même moi, je l'ai fait des fois et c'est à éviter en fait. Au niveau des fiches grippe, alors les fiches grippe, moi je vous le déconseille fortement parce qu'en fait ça a tendance à trop tirer sur la mâchoire du poisson quand c'est un gros poisson. Et en plus de ça, ça peut leur poser des problèmes au niveau des vertèbres qui sont assez fragiles. Autre petit conseil par rapport aux gants ou aux torchons que vous allez utiliser, alors pensez à mouiller tous les tissus avec lesquels vous allez toucher le poisson, vu qu'en fait un tissu qui va être sec va enlever beaucoup de mucus au poisson. Voilà, il va y avoir des gros dommages faits à son mucus. Quand il fait vraiment chaud, il vaut mieux libérer le poisson aussi dans une zone où l'eau est oxygénée. C'est-à-dire qu'il va falloir optimiser l'endroit où vous le relâchez et le temps qu'il va falloir pour le déplacer entre ces deux endroits. Alors bien sûr, ça sert à rien de marcher 5 minutes avec un poisson dans les mains. En revanche, si vous voyez que vous l'avez pris dans une eau un petit peu stagnante et qu'à 5 mètres de vous, vous avez une petite cascade, relâchez-le au niveau de la cascade parce que l'eau en fait va être tout simplement plus oxygénée et donc le poisson va pouvoir mieux repartir. Tenir un poisson, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais ça pose problème à certains pêcheurs. Alors il y a des techniques vraiment simples à appliquer. Donc là je me répète un petit peu, mais pour la perche et le black bass, à partir de 25-30 cm, on peut les tenir tout simplement en pinçant doucement leur bouche, enfin leur mâchoire inférieure, entre le pouce et l'index. Si le poisson est un petit peu lourd, on peut aussi le soutenir, comme on soutiendrait un brochet en fait qu'on tiendrait par l'opercule. Au niveau du cendre et du saumon, donc ces deux poissons qui ont des écailles assez rugueuses, on peut les tenir par la queue, la tête en bas. Des petits poissons qui font une trentaine de centimètres, comme par exemple une truite, un petit brochet ou même une perche,
On peut aussi les tenir tout simplement par le dessous, dans le creux de la main. Alors là, encore une fois, évitez de soulever le poisson très haut par rapport au sol, parce que quand vous le tenez de cette manière, le poisson risque de bouger et tout simplement de tomber par terre et de se blesser. Ou alors, si vous levez le poisson pour prendre une photo, levez le poisson au-dessus de l'eau, comme ça, s'il tombe, il retombe dans l'eau et il se fait pas mal. Au niveau des silures, alors le silure, on peut le tenir aussi par la mâchoire inférieure, donc on peut le hisser à bord d'un bateau de cette manière. En revanche, il faut essayer un maximum de mouiller le bateau à l'endroit où on le tire, parce qu'en fait, on risque de lui enlever un peu de mucus. Et en plus de ça, quand on tire, enfin certains tirent vraiment comme des bourrins sur les mâchoires des silures, et il peut y avoir en fait des blessures internes qui sont créées par la coque du bateau contre leur ventre. Les poissons blancs, donc les poissons blancs c'est pareil, c'est des poissons qui sont très sensibles au niveau du mucus. Généralement, le mieux c'est de les tenir en fait par le dessous, c'est-à-dire qu'un chevet, il ne faut pas le tenir par la mâchoire. Après, pour ce qui est de la technique de la cordelle, alors la cordelle c'est vraiment pas très bon déjà pour les traumatismes émotionnels du poisson, c'est-à-dire que le poisson il se demande quand même ce qui lui arrive. Et après, c'est parce que ça va vraiment abîmer tout ce qui est branchie. C'est vraiment pas bon de toucher à tout ce système-là, c'est-à-dire de passer une corde de la bouche et de la ressortir par l'opercule, c'est vraiment pas très bon. Et ensuite, les écarteurs, donc qui vont ouvrir la bouche, par exemple des brochets, quand on n'arrive pas à enlever un leurre, ça non plus, c'est pas très bon. Ça force vraiment sur les mâchoires et ça peut entraîner en fait des petites blessures au niveau de ces muscles. Alors même si c'est des muscles très résistants, pardon, si l'écarteur n'est pas adapté à la bouche du brochet, on peut forcer sur les muscles prévus pour ouvrir cette bouche et vraiment les abîmer, quoi. Après, je pense que quand vous avez un brochet qui serre vraiment trop les dents sur le leurre, ça peut quand même servir. Mais il faut vraiment les utiliser en cas de dernier recours. Pour ce qui est de prendre les photos, alors les photos c'est ce qui va poser problème vu qu'on a tendance à garder le poisson un petit peu trop longtemps hors de l'eau quand on cherche à prendre des photos. Donc l'idéal c'est d'avoir l'appareil photo ou la caméra vraiment à portée de main, c'est-à-dire que vous passiez pas une heure à chercher le truc dans le sac. L'idéal encore c'est d'avoir la caméra comme par exemple la GoPro, moi sur la tête qui tourne en permanence et donc vous n'avez pas besoin de vous poser la question de où est l'appareil, etc. Le poisson, dès que vous le sortez de l'eau, il est dans la boîte et vous pouvez le reposer directement dans l'eau, vu qu'en fait le temps que vous allez passer à prendre des photos, c'est ce qui va jouer le plus sur la survie du poisson. Un petit plus aussi, c'est par exemple quand vous avez une épuisette, vous pouvez très bien laisser le poisson dans l'eau et prendre la photo du poisson dans l'épuisette dans l'eau. Donc déjà, ça vous fait une super photo parce qu'un poisson dans l'eau avec les reflets, c'est assez joli. Et en plus de ça, le poisson, eh ben, il peut repartir encore mieux et il n'est pas resté trop longtemps à l'air libre. Et donc on atteint le dernier point de cette partie. J'espère que j'aurai rien oublié. Donc pour ce qui est de faire repartir un poisson. Alors, il faut simplement le poser dans l'eau et le soutenir par le ventre, enfin juste avec une main sous le poisson. Pourquoi pas le tenir par la bouche, etc. Parce que le poisson, il a besoin en fait tout simplement d'avoir la bouche libre pour pouvoir s'oxygéner. Le poisson d'ailleurs, il va s'oxygéner tout seul. C'est-à-dire que souvent, c'est très visible au niveau des truites. Les truites, quand on va les poser dans l'eau, vous allez voir elles vont ouvrir et fermer la bouche et vous allez voir les opercules qui vont s'ouvrir et se fermer. Tout simplement, le poisson, en fait, en ouvrant la bouche et en ouvrant les opercules, il va faire une dépression, ce qui fait que l'eau entre dans la gueule. Et en fermant la bouche et fermant les opercules, le poisson va éjecter l'eau. Et donc, elle va passer au niveau des branchies et il va pouvoir capter cet oxygène qui est dissous. Alors, le fait de faire des mouvements avant-arrière, il y a beaucoup de gens qui le font et même moi je le fais. Et en fait, c'est pas bon du tout. C'est-à-dire que le poisson, il est capable de respirer tout seul sur place. Et quand on va faire ce mouvement, donc de l'arrière vers l'avant, là, l'eau va rentrer dans la bouche et va ressortir par les branchies, donc par les ouïes, ce qui est tout à fait normal et naturel. En revanche, quand on va partir de l'avant et qu'on va faire reculer le poisson, l'eau va passer des ouïes vers la bouche et donc ça va être le sens inverse. Et ça, c'est pas du tout bon pour ce qui est des filaments branchiaux. Ça a tendance à les abîmer et c'est une mauvaise manie qu'on a de faire ce mouvement. Non, il suffit simplement de poser le poisson dans l'eau et d'attendre qu'il reparte. Voilà. Le poisson, lui, il fait son affaire, il est capable de se ventiler tout seul, il n'y a pas de problème. Et s'il a besoin de bouger, vous verrez qu'il va simplement se mettre à onduler et va partir de votre main tout seul. Normalement, il n'y a pas de problème. Du moment que le poisson, une fois qu'il est parti, il ne se retourne pas et remonte à la surface, normalement, c'est qu'il est reparti et qu'il va se balader, faire son tour, se mettre à l'abri, le temps de récupérer et de retrouver un petit peu ses esprits. Voilà. Donc, c'est fini pour cette grande partie et sur cette grande partie théorique, on va dire, sur le no-kill. Et maintenant, on va passer à la partie des témoignages.
Alors pour les témoignages, donc vous allez voir les gens défiler en fait. Comme je les ai filmés dans la nature, face à moi, vous avez leur visage et vous avez aussi tous les bruits extérieurs qui peuvent venir vous déranger pour la compréhension. Donc moi je vous conseille de mettre des écouteurs ou alors d'augmenter le volume de la vidéo si vous avez un ampli par exemple. Ça permettra de mieux entendre ce qu'ils disent, surtout qu'il y a certaines personnes en fait qui parlent bas ou alors que j'ai filmé dans des conditions pas tip top. Il y a certaines vidéos qui sont plus marrantes que d'autres. Enfin, je veux dire, voilà, il y a un coup un chien qui est en train de dévorer le questionnaire. Là, ça nous a fait sur le coup, c'était un super moment avec un gros fou rire. D'ailleurs, on n'a pas pu recommencer la vidéo après parce qu'on n'avait plus de questionnaire. Et je vais commencer cette petite partie, enfin cette grosse partie des questionnaires par répondre moi-même à ce petit questionnaire en vous lisant avant la question de manière à ce que vous puissiez les avoir en tête et que vous vous repériez mieux lorsque certaines personnes répondent aux questions. Voilà. Qui êtes-vous? Nom, prénom, âge, profession. Alors, on va dire Aquabidu 35, 17 ans, même plus de 17 ans, et profession étudiant et youtubeur à mi-temps. Pêchez-vous? Si oui, quel poisson? Avec quelle technique et depuis combien de temps? Alors, je pêche depuis 13 années maintenant. J'ai pêché à partir de l'âge de 4 ans. Quel poisson? Bah, un peu tous les poissons qu'on trouve en rivière et même des poissons de mer. Et avec quelle technique? Alors, pareil, encore une fois, j'ai touché un petit peu à tout ce que je pouvais. Euh, je pêche principalement le carnassier au leurre parce que j'aime les pêches de mouvement. Mais après, c'est vrai que moi, quand je suis tout seul, par exemple, j'aime bien pêcher le chevenne au toc ou la truite. Surtout les pêches du chevenne, c'est-à-dire les pêches où on va le pêcher à vue, la pêche au plop, par exemple à la mûre, avec une sauterelle, avec un ver de terre. Voilà, toutes ces pêches-là. Ce que j'aime, c'est me déplacer dans la nature et me déplacer au bord de l'eau. Pratiquez-vous le no-kill? Si oui, depuis combien de temps? Alors, je pratique le no-kill. Je pratiquais le no-kill en fait dès que j'ai commencé à pêcher. Mais on va dire pour réellement appeler ça du no-kill, ça fait 4 ou 5 ans. En fait, ça date de la période où je me suis mis à me balader au bord de l'eau avec un appareil photo. Et donc, au lieu de ramener le gros poisson à papa et maman pour qu'ils soient fiers de moi, et ben, je le prenais en photo. Que pensez-vous du principe du no-kill? Est-ce une bonne chose de pêcher juste pour le plaisir et de relâcher le poisson par la suite d'un point de vue moral par rapport à la souffrance du poisson? Alors ça, c'est une grosse question. Je dirais que les pêcheurs no-kill ont tendance à oublier que le poisson souffre et donc ils voient la pêche en fait en no-kill plus juste que quelqu'un qui garderait un poisson. Mais non, il y a quand même le poisson, malgré qu'on le relâche, le poisson souffre et il faut pas oublier ça, quoi. C'est pas le fait de relâcher le poisson qui va lui faire oublier la prise et le combat et le poisson il en reste traumatisé à vie, à mon avis. D'un point de vue écologique, le no-kill, ça se défend tout à fait. Ça permet de préserver les ressources et de laisser le poisson vivre sa vie, qu'il aille se reproduire et nous fasse plein d'autres poissons. Donc ouais, non, je trouve que d'un point de vue écologique, le no-kill, c'est top. Point de vue moral, on a tendance en fait à oublier que le poisson souffre. Voilà. Mais c'est peut-être pas non plus la peine de se prendre trop la tête avec la souffrance du poisson. Gardez-vous quelques poissons de temps en temps? Quelles espèces, à quelle fréquence et pourquoi? Alors oui, je garde du poisson. Je garde des truites arc-en-ciel. À quelle fréquence? Eh ben en fait, je les garde pour l'ouverture. Et pourquoi? Tout simplement, je les garde parce qu'elles sont nuisibles et inutiles à la rivière. C'est-à-dire que c'est des truites arc-en-ciel et c'est des femelles stériles, donc qui ne peuvent pas se reproduire. Et en plus de ça, elles viennent squatter lors des frais les frayères qui sont faites par des fariots. Alors sinon, à part ça, niveau carnassier, ça fait 3 ans que j'ai pas gardé un seul poisson. Mais ma mère, elle gueule un peu parce qu'elle aime bien manger un beau brochet de temps en temps ou une belle perche. Mais voilà, ça fait vraiment 3 ans que j'ai pas gardé un seul carnassier. Que pensez-vous du fait de prélever des poissons venant de nos cours d'eau d'un point de vue écologique? Alors je pense que d'un point de vue écologique, je pense que l'homme a un impact qui est relativement faible sur la nature. En revanche, je me dis aussi d'un autre côté que si tout le monde se mettait à garder un poisson à chaque fois qu'ils faisaient une partie de pêche, on taperait quand même un petit peu dans la ressource. Donc à ce niveau-là, je sais pas. Je peux pas savoir quel est l'impact de l'homme sur la nature. En revanche, je me dis que si tout le monde gardait systématiquement du poisson, ce serait pas tip top et en fait le no-kill c'est quand même une bonne chose. Et deuxième question, est-il plus correct de pêcher pour se nourrir que de relâcher le poisson par la suite d'un point de vue moral? Alors je dirais que d'un point de vue moral, oui, il est plus correct de pêcher pour se nourrir que de pêcher juste pour relâcher le poisson. Après,
De nos jours, je pense qu'on n'a plus besoin de pêcher pour se nourrir. Voilà, il y a assez de nourriture autour de nous pour ne pas avoir à se nourrir que de poissons venant de la rivière. Respectons-nous plus la nature qu'autrefois? Connaissons-nous mieux la nature qu'autrefois? Alors je pense que l'on la respecte pas plus. Je pense que ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a des pêcheurs qui sont respectueux, il y a des pêcheurs qui ne sont pas respectueux. Aujourd'hui encore, on voit traîner des canettes de bière, des sachets d'hameçon, des boîtes de leurre, etc., des mégots de cigarettes. Après, connaissons-nous mieux la nature qu'autrefois? Je pense qu'on la connaît moins bien dans la pratique. En revanche, on la connaît mieux dans la théorie. C'est-à-dire qu'on connaît mieux la nature d'un point de vue scientifique, mais on connaissait mieux la nature autrefois d'un point de vue pratique. Je pense que les gens aujourd'hui ne passent pas assez de temps dans la nature, voilà. Et de toute façon, connaître la nature, ça veut dire quoi? Pour connaître une chose, il faut la connaître entièrement. Et on ne peut pas connaître entièrement la nature, donc on ne peut pas la connaître. Enfin, c'est vraiment, moi, ça me paraît absurde de dire ça. C'est comme quelqu'un qui se dit savoir pêcher. Moi, je dis pas que je sais pêcher, moi, parce que à chaque fois que j'ai au bord de l'eau, bah voilà, j'apprends des nouvelles choses sur la nature, sur la pêche, sur le poisson, et on n'en finit pas d'apprendre. Et même quelqu'un qui a 40 années de pêche derrière lui, je pense pas qu'il sache si bien pêcher que ça et qu'il connaisse si bien la nature que ça. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des personnes, comme à chaque époque, qui sont, on va dire, supérieures ou qui ont plus de connaissances que d'autres. Ça, il n'y a pas à dire, et il n'y a aucun doute là-dessus. Devrait-on mettre des quotas sur toutes les espèces pour éviter que certaines personnes prélèvent abusivement des poissons? Alors à cette question, je répondrai oui et non. C'est-à-dire que c'est inutile sur des poissons comme le gardon, la blette, le verron, enfin les poissons blancs quoi, le chevenne aussi. Après, sur des espèces comme le brochet, je pense que oui, ça serait bien. En revanche, le quota, il devrait pas priver de liberté de pêcheur parce que si on le prive de liberté et si le pêcheur se sent privé de liberté, il va avoir tendance à transgresser la règle. Donc par exemple, un quota comme il y a sur la truite, ça pourrait être intéressant sur des espèces comme le brochet ou la perche. Et si vous pratiquez le no-kill, parlez-nous de vos expériences dans le no-kill, bons et mauvais moments. Avez-vous déjà eu des difficultés pour faire repartir un poisson et donner un ou deux conseils aux abonnés? Alors, les bons moments, c'est quand on a pris un poisson avec une robe superbe ou alors un gros poisson, qu'on le décroche, qu'on le pose dans l'eau et qu'il repart d'un coup. Et là, on le voit repartir et on a des petites étoiles dans les yeux. Enfin, c'est vraiment des super moments. Après, mauvais moment, bah, c'est un poisson qui peine à repartir ou c'est un petit poisson qu'on a piqué par l'œil ou je sais pas, une perche qui a engamé le leurre. Voilà, bon, là, on n'est pas super content de nous, quoi. Donc des difficultés pour faire repartir un poisson, bah oui, comme tout le monde, c'est m'est arrivé. Après, moi, je suis quelqu'un qui est quand même très patient et très calme. Et donc, je prends mon temps, je soutiens le poisson avec une main dessous. Et voilà, et je prends mon temps de le laisser repartir dans une bonne condition. De toute façon, je fais toujours tout pour que mes poissons repartent dans de bonnes conditions. J'essaye de faire de mon mieux. Et généralement, j'ai pas tant de difficultés par rapport à ça. Et des conseils. Alors moi je vais vous donner deux conseils là qui me viennent tout de suite à l'esprit. Ça va être la pince longue, parce qu'avoir une pince longue c'est très important. Deuxième conseil, c'est ne pas avoir peur des dents du brochet. C'est-à-dire que certaines personnes n'osent pas aller chercher le leurre à la main, alors que des fois, utiliser ses mains, ça sert. C'est pas inutile des mains, hein. Le pouce et l'index, c'est ce que vous avez de plus utile. Et du coup, voilà, décrocher un hameçon à la main, des fois ça va plus vite et ça évite d'être là avec les pinces et compagnie à trifouiller dans la bouche du poisson alors que c'est pas forcément utile. En revanche, quand le poisson en gamme, avoir une pince longue, c'est vrai que ça sert. Et sinon, bah, je dirais que c'est inutile de prendre des photos pendant trop longtemps. Prenez simplement deux photos du poisson et après filmez-le quand il repart à l'eau. Pareil, pour mesurer le poisson, honnêtement, le poids du poisson, ça n'a pas une si grande importance. Enfin, les pesons, c'est pas, je trouve ça pas utile, moi. Après, pour mesurer le poisson, pour mesurer sa taille, moi je vous conseille, comme moi, de mesurer en fait l'écartement entre le bout de votre pouce et votre petit doigt quand votre main est tendue. Moi, par exemple, ça fait 23 centimètres. Et comme ça, juste avec la main, vous pouvez avoir un ordre d'idée très rapide de la taille du poisson et le relâcher dans les plus brefs délais. Voilà. Donc j'espère avoir pas été trop long parce qu'il y a quand même pas mal de questionnaires qui suivent derrière. Je vous dis bonne vidéo et puis à bientôt. Allez, salut tout le monde! Bonjour, je m'appelle Alexandre Jolivet, j'ai 22 ans, je pratique la pêche du carnassier d'eau douce principalement au leurre et je vais vous parler du no-kill. Donc, pratiquez-vous le no-kill? Alors oui, je pratique le no-kill, bien que je n'ai rien contre les gens qui gardent quelques poissons à l'année, mais je vais y revenir tout à l'heure.
Que pensez-vous du principe du no-kill? Eh bien, je pense que le no-kill est une bonne chose qui tend quand même à promouvoir justement l'esprit de la pêche à travers justement la conservation du milieu halieutique. Il faut préserver nos espèces puisque nous le savons tous, certaines espèces comme le brochet ont tendance à disparaître d'année en année puisqu'il y a une pêche quand même excessivement axée sur cette espèce, notamment en France. Et comme nous le savons, dans certaines rivières, c'est la catastrophe. Beaucoup de ces poissons, disparaissent, bien qu'il en reste encore. Il y a 20 ans de ça n'était pas non plus aussi catastrophique. Est-ce une bonne chose ou non de pêcher juste pour le plaisir et de relâcher les poissons par la suite? Eh bien, pêcher pour le plaisir, je pense que c'est une bonne chose, bien qu'à la base nous pêchions pour notre survie. La pêche à la base, c'est ça, c'est la survie de notre espèce. Aujourd'hui, on a détourné ce système pour quelque chose de récréatif, du loisir finalement. C'est carrément ça, du loisir. Et ce qui est un petit peu dommage, si vous voulez, c'est que les gens ont tendance à s'imaginer que si on ne relâche pas tous les poissons, le milieu halieutique en sera fortement touché, ce qui n'est pas vrai. On peut pêcher de manière raisonnable en gardant 1 à 2 poissons à l'année, sans porter atteinte justement à l'écosystème et au milieu halieutique, à condition de respecter des tailles de poissons assez importantes. Éviter par exemple de garder des poissons qui sont juste maillés, des poissons juvéniles, puisqu'ils sont de très bons reproducteurs. Plutôt garder 1 ou 2 poissons qui sont de assez belle taille et si possible en mauvaise forme. De toute manière, si vous ne les relâchez pas, si vous les relâchez justement, vous pouvez être sûr qu'un poisson qui est en mauvais état va mourir dans les jours qui suivent. Donc je pense que relâcher ces poissons par la suite, bon, ça reste une chose très bien, mais il y a quand même des règles à respecter pour que le poisson puisse vivre correctement par la suite. Gardez-vous quelques poissons de temps en temps? Bon, alors ça non. À une époque j'en gardais quand j'ai découvert la pêche, mais maintenant plus du tout puisque je n'ai pas le temps de les cuisiner et puis ça m'intéresse pas spécialement de les garder, mais j'ai rien contre les gens qui en gardent de temps en temps comme je l'expliquais. Que pensez-vous du fait de prélever des poissons venant de nos cours d'eau? Donc j'ai un petit peu répondu à cette question, ça ne me pose aucun problème à partir du moment où on est capable de se raisonner, qu'on est capable d'accepter le fait que les ressources ne sont pas inépuisables. Il faut raisonner sa pêche, raisonner ses prélèvements, mais le principe même du prélèvement ne me dérange pas. Est-il plus correct de pêcher pour se nourrir que de relâcher les poissons? J'aurais tendance à dire oui finalement, parce que bon, après ça dépend à quel niveau. Les gens qui, dans certains pays, qui ont besoin justement de se nourrir, eux ils pêchent pour se nourrir, enfin, c'est la base même de la pêche, comme je l'expliquais tout à l'heure. Nous on n'en a pas vraiment besoin dans un pays développé comme le nôtre, mais on peut garder bien sûr quelques poissons si on a envie d'un bon brochet au beurre blanc, pourquoi pas, il n'y a pas de problème, si c'est fait une fois de temps en temps et qu'on respecte bien sûr le poisson. Respecte-t-on plus la nature qu'autrefois? Connaissons-nous mieux la nature qu'autrefois? J'aurais tendance à dire pas forcément, c'est-à-dire que on a tendance à oublier justement un petit peu les vraies valeurs. L'apprentissage de la nature, bon, c'est pas vraiment ce qu'on inculque aux nouvelles générations. C'est un peu plus difficile. C'est vrai que écouter les anciens serait peut-être intéressant quand même, parce que c'est nos grands-parents justement et nos parents qui vont nous briefer sur la nature, voilà, comment dire, enrichir nos connaissances en fait du milieu naturel pardon, et de l'écosystème. Donc non, je dirais qu'on la connaît pas forcément plus. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qu'on ignore ou qu'on a tendance à avoir oubliées au fil des années, puisqu'elles n'ont pas été des choses qui n'ont pas été justement qui n'ont pas été comment dire, qui n'ont pas été inculquées. Devrait-on mettre les quotas sur toutes les espèces pour éviter que certaines personnes prélèvent abusivement?
Alors, j'aurais tendance à dire que mettre des quotas sur toutes les espèces ne serait pas forcément une bonne chose, puisque si on veut justement apprendre aux gens à devenir raisonnables et à respecter la nature davantage, c'est pas en interdisant justement, en interdisant et en mettant des quotas un peu partout que ça va changer les choses. Les mentalités ne changeront pas forcément. Ce sera même pire, hein, puisqu'on sait tous que les règles sont souvent faites pour être transgressées. Euh, il serait plus intelligent justement de, de faire d'initier les gens justement à cette pratique raisonnée en changeant les mentalités de cette façon qu'en les interdisant de manière pas abusive je dirais mais drastique. Si vous pratiquez le no-kill, parlez-nous de vos expériences dans le no-kill, bonnes et mauvaises, et avez-vous déjà eu des difficultés pour faire repartir un poisson? Alors, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé d'avoir des soucis avec certains poissons, puisque le no-kill en lui-même ne porte pas bien son nom, c'est-à-dire que quand on va prélever un poisson, quand je dis prélever, je veux dire au moment de le sortir de l'eau, il aura l'hameçon dans la gueule, il l'aura pas forcément au bon endroit, ça peut le blesser, ça le stresse, donc c'est pas parce que vous voyez un poisson repartir correctement que les jours qui suivent il va pas mourir. Ça on n'en est pas sûr. Donc, il faut toujours faire attention au moment où on sort le poisson, à lui retirer l'hameçon rapidement et de manière à ne pas le blesser davantage. Donc, moi, ce que je fais généralement, pour donner un ou deux petits conseils, c'est que je me mouille bien les mains avant de sortir le poisson, de manière à ne pas lui enlever le mucus, qui est vital pour lui, et j'essaie de lui retirer rapidement sans la pince, avec les mains. S'il a engamé profondément, il existe des pinces longues, donc toujours s'en munir, c'est quand même important parce que j'ai fait l'erreur l'année dernière par exemple de ne pas avoir de pince longue et d'avoir laissé un brochet à peine maillé engamer le leurre que je n'ai pas pu lui retirer. Et il est reparti avec le leurre dans la gueule et il en est forcément mort puisque ça lui fermait carrément le gosier. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, c'est pour ça que le no-kill n'est pas forcément la solution. Si j'avais pu, j'aurais gardé le poisson s'il avait été maillé, ce qui n'était pas le cas. Mais bon, ce genre de mauvaise expérience peut nous permettre aussi justement de nous remettre en question. Maintenant, j'ai pris conscience qu'il fallait avoir le bon matériel justement pour pouvoir faire en sorte que le poisson reparte correctement euh, grâce à ces mauvaises expériences. Et je pense que qu'on ne doit pas blâmer les gens voilà, qui débutent et qui relâchent leur poisson de manière pas forcément très orthodoxe. Faut pas les blâmer, justement, faut leur donner des conseils, ce qui permettra ensuite justement d'inculquer les bonnes valeurs, la bonne façon de faire, les bonnes techniques, et c'est comme ça que ça marche. Je pense que c'est par la parole, faut pas se prendre la tête, faut pratiquer et faut se renseigner, en tant que pêcheur, faut se serrer les coudes, faut s'aider tout simplement. Voilà, au revoir. Donc Théo, photographe, voilà, pêcheur, depuis toujours, hein, depuis l'enfance, c'est le grand-père qui m'a initié, voilà, sur cette rivière, en Charente. En Charente. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai 42 ans, voilà, donc j'ai grandi au bord de l'eau aussi. Donc oui, je pêche comme j'ai dit depuis mon enfance sur cette rivière. Donc là on trouve de la perche, on trouve du brochet, des truites, on trouve des carpes, des tanches. Les tanches, plus beaucoup, hein, on n'en voit plus beaucoup. Ah, là dans le fond, là-bas, il y en a une. Je l'ai vu l'été dernier. Et puis voilà, là, le chien il bouffe les questions, ça c'est pas une bonne idée. C'est bien, merci Django. Qu'est-ce que je voulais dire? Le no-kill, ah oui, parce que c'est ça le sujet de la vidéo, c'est le no-kill. Alors je pratique de temps en temps le no-kill, mais je pratique aussi le kill directement. Non mais c'est important de le dire. Faut être honnête, moi j'aime bien manger du poisson. Et quand mon grand-père il m'a appris à pêcher, il m'a appris à pêcher et à vider le poisson, à l'écailler, à le préparer, le chat il bouffe tout, à le préparer pour le barbecue, voilà. Donc, ah oui, il y a les anguilles aussi, évidemment, le soir. Donc, ouais, ça c'est... Il est en train de déchiffrer le truc. Là, le questionnaire. Bon, je le montre hein, quand même à la caméra parce que ça vaut le coup. Merci Django. Et quoi bidule, il sent... Tu vois, il bosse quoi.
Toi, voilà ce que tu fais. Bon, le no-kill. Je pense que je vais pas faire du no-kill de chien, ça continue. Allez, non, je rigole. Donc le principe du no-kill, ça c'est important. Au niveau moral, c'est plutôt bien, on est d'accord, c'est plutôt pas mal de relâcher les poissons. Encore une fois, c'est un questionnement qui est intéressant dans notre société aujourd'hui. Oh, faut y arriver. Ouais, mais les questions, Django. Faut que je garde celle-là au moins. J'essaie de sauver ça. Non, je disais c'est intéressant dans notre société aujourd'hui, pas tuer les animaux. Je pense que ça c'est un truc. D'ailleurs, on n'est pas herbivore, on est omnivore, on mange de la viande, les animaux, pour les manger, il faut les tuer. Moi si je mange du poisson de rivière, je vais pas aller l'acheter chez le commerçant du coin alors qu'il est là. Et que voilà, le poisson qu'on va acheter, il a été tué à un moment donné, hein, avant de le manger. Donc pour moi, j'ai pas un problème moral. Voilà. Tuer du poisson pour tuer du poisson, c'est ridicule. Tuer du poisson pour le manger, c'est pour ça ne l'est pas. Ça me semble même une démarche d'autonomie aujourd'hui qui n'est pas inintéressante. Il faut apprendre ce genre de geste. Pas perdre ça. Voilà. Nos grands-parents, ils savaient faire. Ils se posaient pas non plus trop de questions, donc je trouve qu'on s'en pose beaucoup aujourd'hui. Hein. C'est un peu la maladie du 21e siècle, se poser plein de questions sur tout. Est-ce que c'est moral, est-ce que c'est pas moral, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Voilà, à moins d'être végétarien et de vivre en accord avec son truc et de dire moi les animaux je les tue pas, moi je suis pas végétarien, je mange des animaux, ça me pose aucun souci là-dessus, voilà. Et je veux pas non plus me mettre la rate au courbouillon pour ce genre de choses. Voilà, ça se passe comme ça. Donc le no-kill, je trouve ça très bien quand ça m'arrive, hein, voilà, si j'en ai pas envie de manger, si j'ai pas envie de manger du poisson, si c'est un poisson que j'ai pas envie de manger, je le remets à l'eau. Dans le cas contraire, je le garde et ça ne me pose pas de problème. Voilà. Par rapport à la nature aujourd'hui, est-ce qu'on la respecte mieux? Pour moi, oui et non. C'est-à-dire que oui, parce qu'on a accès à plein d'infos sur la nature aujourd'hui. Avant, il fallait aller en bibliothèque, il fallait se documenter. Aujourd'hui, on a Internet, on est d'accord. C'est plus facile de connaître plein de choses sur la nature. Est-ce qu'on la connaît mieux? Alors là, par contre, c'est carrément autre chose. On la respecte mieux, on la connaît mieux en théorie. Maintenant, la nature, c'est pas sur un ordinateur, il faut y aller. Il faut aller sur le cours d'eau, il faut aller dans la forêt, il faut aller voilà, il faut se confronter aux éléments, il faut se confronter aux animaux. Se faire charger par un sanglier dans une forêt, c'est pas Internet. Voilà, ça m'est arrivé avec le chien, c'est pas pareil. Tout d'un coup, c'est plus Internet du tout. Voilà. Est-ce qu'on connaît mieux la nature? Aujourd'hui, clairement, je pense que non. Pour la connaître, il faut y aller. Il faut mettre les mains dedans et les pieds dedans. Et dormir dehors, et naviguer, et, voilà, et connaître ça par l'expérience, pas par la théorie. Et tout ça. Internet, c'est un piège, hein, c'est facile, on a l'impression qu'on sait tout d'un claquement de doigts. La nature, c'est bien plus compliqué que ça. Tous les écosystèmes, hein, d'ailleurs, pas que la rivière, mais la mer, on n'en parle pas, évidemment, parlons-en au breton. Enfin voilà, bon bref. Je pense qu'on a plus de connaissances théoriques sur la nature, mais du coup on est plus éloigné de la nature aujourd'hui, on est plus urbain, on est plus concentré dans les villes, donc je suis pas sûr qu'on connaisse mieux la nature aujourd'hui. Concernant les quotas, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il faudrait mettre des quotas sur la pêche? Ça serait peut-être pas une mauvaise idée parce qu'en effet, comme on le disait tout à l'heure, prendre 10 brochets dans la journée, on n'est pas dans l'alimentaire, on n'est pas dans l'autonomie, on est juste dans je sais pas comment on peut appeler ça, la consommation, la surconsommation, c'est-à-dire on retombe dans un piège de notre société, c'est-à-dire toujours plus, mais finalement ça apporte pas grand-chose. Et puis vider la rivière des poissons, je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc, des quotas, pourquoi pas? Je suis pas dans la politique, je suis pas dans la gestion de ces choses-là, mais ouais, si on voit un mec qui sort 10 brochets, évidemment tu as envie de mettre un quota rapidement. Un quota, ça peut se comprendre. Donc ouais, dans ces cas-là, je pense qu'en effet, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Encore une fois, moi je suis pas gestionnaire de cours d'eau, je suis pas. D'accord, je suis juste comme ça, je navigue, je profite de la nature et bon, c'est difficile de s'exprimer sur des sujets qui sont presque politiques. Bonjour, donc moi c'est Emmanuel, 39 ans, donc je suis pêcheur depuis une petite dizaine d'années après avoir pêché dans ma jeunesse et une grosse coupure au milieu. Donc je pêche essentiellement le carnassier, les techniques c'est le leurre essentiellement et un petit peu de vif. Voilà, donc je pêche le brochet, la perche, la truite,
Le cendre se fait attendre, j'en ai toujours pas pris un de ma vie, mais je ne désespère pas, je le cherche et je le trouverai. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est du no-kill, donc je pratique le no-kill, on va dire, si on doit donner un pourcentage, j'aime bien les pourcentages, je suis assez matheux. Je pratique à 90%, c'est-à-dire que tout ce qui est truite lâchée, je garde. Le brochet, le premier beau brochet, ce que j'appelle beau brochet, c'est au-dessus de 70 cm pour moi, je le garde généralement parce que je trouve ça bon, voilà, et j'aime bien le manger. Autrement, le reste du temps, je remets tous mes poissons à l'eau. 90%, je pense même plus que je suis à 95%, parce que les perches, j'en fais à gogo et j'en garde. Dans ma vie, j'en ai gardé qu'une qui est l'an dernier, qui a dépassé les 40 cm. Autrement, je remets à l'eau. Alors après, est-ce que je leur mets bien à l'eau? Est-ce que je maîtrise toutes les techniques? Ça, je suis pas sûr. Mais l'idée est de les remettre à l'eau, qu'ils repartent bien. Et dans mon idée, c'est... Comment expliquer? C'est déjà pouvoir, moi, les retrouver l'année d'après, si c'est possible, que d'autres les retrouvent, garder ce plaisir de la pêche et de garder les quantités de poissons dans nos rivières. Et mon idée principale, j'ai un petit garçon de 5 ans aujourd'hui qui j'espère s'intéressera à la pêche et je me dis que dans 15 ans, si lui il a aussi envie de pêcher, qu'il y ait toujours du poisson dans nos rivières. Voilà. Donc pour ce qui est du point de vue écologique, alors moi je ne me considère pas comme un écolo, mais comme je l'ai déjà expliqué, c'est plus pas le respect du poisson, mais le respect du pêcheur. Plus, voilà, j'ai plus voilà, que les gens trouvent du poisson, continuent à trouver du poisson dans les rivières, tant que c'est possible. Sachant que côté moral, c'est pas que ça me dérange, parce que j'en garde de temps en temps, mais la nécessité aujourd'hui, à notre époque, de pêcher pour manger n'existe plus. Alors on peut se faire un plaisir une fois de temps en temps, mais que ce soit systématique, que ce soit voilà, les viandards, comme on dit, voilà, qui gardent tout et n'importe quoi, même quand c'est pas maillé, ça m'énerve un petit peu. J'ai une anecdote à monsieur avec je suis en train de moi de pêcher, j'arrive à côté de lui, il a un seau de 50 litres où dedans il y a au moins 100 perches, dont la plus grosse doit faire 20 cm. Ça m'énerve. Voilà, ça c'est le genre de choses qui m'énerve. C'est le genre de monsieur qui l'année d'après va râler parce qu'il n'y aura plus de pêche au même endroit, plus de perche au même endroit. Voilà, donc au niveau moral, ça ne me dérange pas d'en garder de temps en temps, ça me dérange sur les bouchers. Voilà, je vais les appeler les bouchers carrément. Pour au niveau écolo, voilà, j'ai pas d'avis particulier, sauf l'envie de trouver du poisson encore dans 30 ans quand je continuerai à pêcher, j'espère, et que mon fils lui pêchera. Ensuite, est-ce qu'on respecte la nature plus qu'autrefois? Je ne sais pas. Moi personnellement, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas écolo. Je m'intéresse à la nature par rapport à la pêche, je la découvre. Voilà, je m'y promène, je la découvre. Plus qu'autrefois, je pense pas. Je pense pas la connaître mieux que mon père, mon grand-père, qui, voilà, l'expérience fait que. Et je pense pas qu'à 15 ans, c'est pas à 15 ans, 10, 20 ans. Alors, ça s'apprend, c'est quelque chose qui s'apprend. Et faire des leçons de morale aux autres, je pense que ça ne sert pas à grand chose. Il vaut mieux essayer de comprendre, d'expliquer. Et si les gens font mal, plutôt que de les agresser, essayer de leur dire ce qu'ils font mal pour qu'ils le fassent mieux la fois d'après. Voilà. Et après, dans une expérience de no-kill qui a pu mal se passer pour moi, en fait, c'est juste une petite inattention. En fait, j'étais en pêche au vif. Et donc je faisais mes vifs à côté, j'avais ma ligne tendue et j'ai pas fait attention à mon bouchon qui coulait. Ce qui fait parce que dans mon principe, je perds assez rapidement, que ce soit au vif ou au leurre, pour essayer au maximum de prendre le poisson et le brochet, le bec en particulier, dans la bouche, qu'il n'ait pas le temps d'engamer pour le baisser au minimum et qu'il puisse repartir le plus sereinement possible. Et cette fois-ci, j'ai pas pu et ça m'a vraiment embêté. Je me suis retrouvé avec un poisson de 66 cm, vraiment abîmé, que j'ai tenté pendant 10 minutes de faire repartir et que finalement j'ai ramené pour manger alors que celui-là n'était pas prévu. Voilà. Alors, qui êtes-vous? Nom, prénom, âge, profession. Alors, Michel Pingano, 65 ans, retraité, du social. Je travaillais dans le social. Alors, pêchez-vous? Si oui, quel poisson? Et sinon, direction la question 4. Ben, j'habite à 12 mètres de la Charente et je pêche pas. Je ne pêche pas, je n'ai jamais trop pêché, un petit peu dans ma jeunesse, mais très très peu. Et puis voilà. Passons à la question 4. Donc, que pensez-vous du principe du no-kill? Est-ce une bonne chose de pêcher juste pour le plaisir et de relâcher le poisson par la suite? Donc, d'un point de vue moral par rapport à la souffrance du poisson et d'un point de vue écologique par rapport au fait de préserver la ressource. Ouais. Par rapport au point de vue de préserver la... Oui, il faut que j'articule. Préserver la ressource, bah oui, c'est peut-être pas plus mal pour certaines espèces. Le point de vue moral, bon, je ne sais pas si le poisson il devient souffrir un peu, mais ça ne doit peut-être pas être terrible, j'en sais rien en fait. Mais bon, quelque part,
pêcher pour regarder les poissons et les remettre à l'eau, tout compte fait, d'un point de vue purement scientifique, c'est pas inintéressant non plus. Ça permet de savoir un petit peu les espèces les plus nombreuses peut-être, ou tout au moins peut-être qu'on repêche plusieurs fois les mêmes poissons, et ça permet de voir s'ils ont grossi, etc. etc. Ce qui serait intéressant, c'est de les marquer, mais bon, on n'a pas le droit comme ça, je suppose. Alors, que pensez-vous en fait du fait de prélever des poissons dans la rivière? Pour se nourrir, Voilà, pour se nourrir. dans la mesure où... Ah bah, Par rapport à la pêche raisonnée, c'est-à-dire Alors, que entre un viandard et quelqu'un qui oui, prélève oui, un oui, oui. poisson. Eh ben, le problème, c'est le congélateur. S'il n'y a pas de congélateur, il y aurait certainement beaucoup moins de prélèvements. Le problème, c'est de pouvoir stocker. Voilà. Ceci dit, prélever pour se nourrir, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Ça fait partie de... L'homme est un prédateur comme le reste, pourquoi pas. Mais c'est le congélateur le problème. Donc, respectons-nous plus la nature qu'autrefois? Connaissons-nous mieux la nature qu'autrefois? Alors, Selon toi. On connaît mieux la nature qu'autrefois. Ça, j'en suis à peu près persuadé. Beaucoup de gens connaissent beaucoup mieux la nature qu'autrefois. La respectons-nous mieux? Sans doute. Non, en fait. Ça dépend de ce qu'on appelle autrefois. Alors, autrefois, ça va être en fait à la période où tu étais jeune, quoi. Alors, à la Enfin, période où j'étais jeune, ça quand commence... t'es né, quoi. Parce que avant Ouais. qu'il y ait toutes ces... Quand je parle d'autrefois, en fait, c'est à l'époque où il y avait encore les vieilles techniques de pêche. C'est ça qui m'intéresse, Alors, en fait. on Les reste- vieux pêcheurs qui prenaient un poisson pour se nourrir, genre Voilà. Pépé Rémy, là, qui prenait sa truite. Voilà. Donc ça, effectivement, il respectait certainement mieux la nature. Parce que de toute façon, il prenait sa truite, puis il n'allait pas en prendre 15, parce que de toute façon, toujours pareil, il n'avait pas de congélateur, donc il ne pouvait pas la conserver, donc il était obligé de prendre que ce qu'il pouvait manger immédiatement. Ils n'avaient pas de voiture non plus pour aller piller de bras en bras, enfin de bras, j'appelle de zone de rivière en zone de rivière. Après, il y a eu toute la période des années 50, 60, 70 où là les paysans ont pollué allègrement à coups de pesticides, et là on a vu des espèces complètement disparaître, genre les vairons, etc. ont complètement disparu. Les joncs, simplement les joncs d'ailleurs ont disparu, donc il n'y avait plus de zones de roseaux, là, de roselières ou de choses. Ça avait disparu, c'est en train de revenir un peu, mais doucement quand même. Donc, est-ce qu'on respecte mieux la nature qu'autrefois? On la connaît mieux. Par contre, toute la vie familiale, ménagère, de bord de rivière, avec tout ce qu'on peut rejeter dans la flotte comme lessive, etc. Ça, certainement que c'est moins bon qu'autrefois. Parce que la vie de consommateur fait que on a des déchets, beaucoup plus. Et après, c'était quoi la question? En fait, il y a une question par rapport à connaissons-nous mieux la nature. Je voulais te demander, il faut quand même du temps peut-être pour connaître la nature. Oh, je ne sais même pas si on la connaît, on la connaît jamais complètement, parce qu'elle change sans arrêt, et puis elle n'a rien à garder de nous. La nature, elle s'adaptera toujours. Hein. Nous, on crevera parce qu'on sera empoisonné, mais elle trouvera un moyen pour s'en sortir. Les petits jeunes, je sais pas, moi, je connais pas de pêcheurs en fait, donc je peux pas dire. Je pense qu'ils ont des moyens de renseignement qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait une connaissance de la nature qui n'était pas forcément la vraie. Ouais, c'est vrai. Voilà. Aussi. Et il y a une petite question comme ça. Est-ce que tu penses qu'on devrait mettre, par exemple, comme sur la truite où on est limité à 6 poissons, est-ce qu'on devrait mettre des quotas sur des espèces qui sont, on va dire, un petit peu... qui subissent une forte pression de pêche, comme le brochet, la perche, etc. J'en sais rien, parce que là, on est envahi de brochets, alors qu'il n'y en avait pas. Mais moi, je pense qu'il y a des cycles. Voilà, je vois ici les pêcheurs, parce que moi, je ne pêche pas, mais les pêcheurs, il y a eu des années où ils ont attrapé que des poissons blancs, il y a des années où ils ont attrapé que des perches, d'autres fois que des anguilles. Maintenant, on en est que tout brochet. Pourquoi? On n'en sait rien. On prend plein de brochets. Je ne suis pas sûr qu'il y ait ça. Je pense qu'il y a un cycle naturel. Bon, il y a sans doute il y a sans doute des incidences humaines qui font que ce cycle existe là. Mais je vois pas à part les truites, effectivement, sauvages qui ont un peu disparu, mais d'où ça vient, j'en sais rien. Est-ce que c'est la qualité de l'eau? Est-ce que c'est la surpêche? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas ça. D'accord. Bah merci. Je t'en prie.